C'est assez juste. C'est assez juste parce que les conditions qui sont posées, notamment que ce soit une société PME, ça c'est facile. Une société en phase d'amorçage ou de développement, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, qu'on ne peut pas en bénéficier si on soustrait au capital en numéraire d'une société dans laquelle on est déjà associé. Ce qui fait que tous vos clients ne pouvaient plus souscrire au capital une augmentation de capital de leur société. Ça a disparu du jour au lendemain de vos cabinets. Pas tout à fait de notre législation, parce qu'il faudrait savoir, pour certains le savent, c'est quand les associés vont vendre les titres qui ont bénéficié d'une réduction d'impôt Madelin, eh bien, il faudra déduire du prix d'acquisition la réduction d'impôt Madelin. Il suffit de regarder les instructions qui le précisent. Bien, mais on ne l'a plus fait. Sauf qu'il y a encore une catégorie de clients qui est susceptible d'en bénéficier. C'est votre client qui crée une société, donc elle a moins de 7 ans, une société qui crée son activité, donc c'est une société qui est en phase d'amorçage ou de démarrage, et donc dans laquelle je ne suis déjà pas associé puisque je la crée. Dans ces conditions, eh bien, votre client peut bénéficier de cette réduction d'impôt qui, aujourd'hui, même en 2024, ne sera que de 18%. Je ne rappelle pas les plafonds, 50 000 € pour une personne seule à 18%, ou bien 100 000 € à 18% pour un couple. On observe que 18% sur 100 000 €, ça dépasse les 10 000 € de tout à l'heure. Par conséquent, il y a un dispositif particulier qui permet d'étaler l'excédent sur une période de 5 ans. Dans la loi, sur ce texte Madelin, il reste 2 catégories de sociétés qui peuvent bénéficier du taux de 25% en 2024 et en 2025, mais seulement pour les sociétés foncières solidaires chargées de services économiques d'intérêt général et les entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc, au fond, c'est 18% pour nous. Puis, il y a un deuxième jeu de réduction d'impôt qui concerne les jeunes entreprises innovantes ou les jeunes entreprises de croissance. Un mot là-dessus. Nous connaissons l'existence des jeunes entreprises innovantes. Ce sont des entreprises qui ont moins de 8 ans, qui ont des dépenses de recherche et développement qui dépassent les 15% de leurs charges et dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques. On verra dans quelques instants quels étaient les avantages de cette catégorie d'entreprises au regard des impôts directs. Je peux d'ailleurs vous le dire tout de suite. Les avantages, c'était l'exonération d'impôts sur les bénéfices pendant 2 exercices sur une période de 10 ans. On s'est aperçu que ces jeunes entreprises innovantes ne réalisaient pas de bénéfices 2 années sur une période de 10 ans. Et que par conséquent, cet avantage fiscal n'était pas efficace, n'était pas opérationnel. On a donc remplacé le dispositif en disant on va inciter les personnes physiques à investir dans les jeunes entreprises innovantes en souscrivant au capital de CGEI. Et on en a créé une deuxième catégorie qui s'appelle la jeune entreprise de croissance. Il faudrait mettre entre les deux jeune entreprise innovante de croissance parce qu'elle est copiée sur la première. Et on a donc créé ce régime à compter du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Souscription, ce qui ne veut pas dire que ce sont des jeunes entreprises innovantes ou de croissance qui sont nées à compter du 1er janvier 2024. Ce sont des jeunes entreprises qui vont augmenter, si elles existent déjà, augmenter leur capital en sollicitant des souscriptions numéraires auxquelles peut-être vous et moi pourrons tout de suite souscrire. Quand vous regardez
le montant des souscriptions. Souscription de 75 000 € si je suis seul, 150 000 si je suis imposé en couple, au taux de 30%, ce qui fait des sommes relativement importantes, 22 500 € si je suis seul ou 45 000 € si je suis en couple. C'est une réduction d'impôt. Il faut donc payer un impôt sur le revenu qui soit au moins égal à ces montants, sinon ce n'est pas efficace. Vous voyez bien que ça dépasse les fameux 10 000 € que j'évoquais tout à l'heure. Donc on sait que ces réductions d'impôt n'entrent pas dans le plafonnement des niches fiscales. Et puis vous avez une deuxième catégorie de souscription au capital de GU, celles qui sont particulièrement innovantes. Celles qui sont particulièrement innovantes, le seuil c'est 50 000 € de souscription si je suis seul, 100 000 si je suis marié, mais avec un taux de 50%, ce qui fait que je peux avoir 25 000 ou 50 000. Pourquoi je développe quelque peu cette affaire? Parce que très certainement, on va trouver dans les mois qui viennent des propositions d'investissement dans des GEI qui répondent aux conditions pour que chacun d'entre nous puisse éventuellement souscrire en capital dans ces jeunes entreprises innovantes. On en dira quelques mots tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, nous entrons dans l'exonération des plus-values immobilières. Plus-values qui seraient constatées lors de la cession de biens immobiliers destinés au logement social. C'est une exonération ou des abattements. L'exonération ou l'abattement résulte du fait que le cessionnaire s'engage à réaliser des logements, dans des logements intermédiaires, voire mieux, des logements sociaux, et dans des lieux où on constate un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement. Chacun d'entre vous constate bien qu'une des questions importantes aujourd'hui de notre pays, c'est qu'on n'a pas de logement pour tout le monde, à titre de résidence principale. C'est un constat et ça ne pourra pas durer longtemps. Donc il faut en être convaincu. Donc tout ce qui sera fait pour créer du logement intermédiaire ou social sera aidé naturellement. L'exonération est déterminée, calculée au prorata des surfaces éligibles, et puis vous avez des possibilités d'abattement de 60, 75 ou 85% selon les zones et selon l'intensité de logement social. Ça nous permet de rappeler qu'une telle mesure, qui est sans doute intéressante, mais ne concerne que ceux qui réalisent des plus-values immobilières lorsqu'ils vendent un bien, et sous condition que le cessionnaire s'engage à faire des travaux de telle nature, des constructions. Déjà, on peut se rappeler que bon nombre de mutations immobilières, entre guillemets, juridiques, effacent les plus-values. C'est toutes les mutations à titre gratuit de biens immobiliers, comme de valeurs mobilières d'ailleurs. Ces mutations à titre gratuit effacent toutes les plus-values. Au décès de chacun d'entre nous, toutes les plus-values qui concernent notre patrimoine privé sont effacées du fait de notre décès. Donc si le lendemain de l'effacement de ma plus-value, mon héritier vend le bien, il n'a pas besoin d'exonération ou d'abattement puisqu'il va vendre le prix de réception. Donc déjà, on voit que toute une clientèle qui n'est pas concernée. Deuxième clientèle qui n'est pas concernée, c'est la résidence principale, qui est exonérée, elle aussi. Et puis, la troisième clientèle qui n'est pas concernée, c'est les biens détenus depuis plus de 30 ans. Alors, qu'est-ce qui reste? Et c'est, je crois, ce qui reste, ce sont les biens dont je suis propriétaire depuis relativement peu de temps, que j'ai achetés pour un prix relativement faible et qui deviennent un prix relativement élevé parce que je peux faire de la construction. Le bien que j'avais acquis est devenu constructible en logement et donc la valeur de celui-ci s'est élevée. Et là, évidemment, on peut avoir intérêt à se placer dans ce dispositif. Il est fait pour ça.
Ensuite, vous avez un nouveau plan, un petit livret d'épargne pour vos petits-enfants. Et pour vos enfants aussi, mais il y a aussi les petits-enfants, puisque c'est un plan d'épargne avenir climat qui est destiné aux personnes de moins de 18 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont l'abonder, c'est vous. Et donc on vous offre la possibilité d'ouverture par les parents dès la naissance de l'enfant, pour le faire entrer dans un monde meilleur, plein d'avenir. Et là, c'est injuste le remplacement pour cela du compte d'épargne qu'on avait, du livret d'épargne que l'on connaît, avec un plafonnement et une exonération des intérêts, et avec des intérêts qui seront aussi les mêmes que ceux du compte d'épargne. Donc on peut passer sur ce sujet, mais il fallait quand même en dire un mot, puisque vous avez des petits-enfants qu'il faut aider. Maintenant, voyons les entreprises. La première mesure entreprise, c'est la suite de la GU de la jeune entreprise de croissance. Je vous ai déjà dit l'essentiel. Simplement, la jeune entreprise de croissance elle aura moins d'obligations de faire des dépenses de recherche, ça sera situé entre 5 et 15%, alors que pour la GUI, ce sera 15% du total des charges. La jeune entreprise de croissance, ce sera une entreprise qui a un potentiel de croissance. Dans la loi, il était prévu que ce potentiel de croissance provienne de l'augmentation du chiffre d'affaires, de l'augmentation du nombre de personnel, des investissements, des dépenses de recherche. Il a été décidé de définir ce potentiel de croissance par décret et de ne pas retenir ce qui était prévu dans la loi. C'est mieux ainsi. La difficulté qui peut-être va naître et qui sera éclairée par l'instruction quand elle paraîtra, c'est que les critères seront appréciés à la clôture de l'exercice. Quand on apprécie les critères à la clôture de l'exercice et que cette qualification peut vous donner le droit à avoir des réductions d'impôts aussi significatives que celles que j'évoquais précédemment, je pense que pour l'heure, ce n'est pas suffisamment sécurisé pour que moi, investissant dans une GUI ou d'une GEC au mois de juin, je ne sache pas si au 31 décembre de l'année, elle sera GUI ou elle sera GEC. Donc il faudra sans doute une précision. Probablement que c'est au cours de l'année suivante qu'on pourra souscrire au capital d'une jeune entreprise qui aurait été qualifiée GUI ou GEC. Et puis nous arrivons à une question qui a été maltraitée. Maltraitée, c'est en deux mots, par le législateur. C'est tellement maltraité que le gouvernement dit c'est pas ce qu'on voulait. Et donc le commentaire, c'est que ce que je vais vous dire, très certainement, sera modifié dans peut-être les périodes à venir ou dans l'année à venir. Vous savez que sur le logement, il y a eu beaucoup d'allées-venues, de propositions, de réformes. Certaines disaient, notamment sur la location meublée non professionnelle, que quand on allait céder le bien, il faudrait reprendre les amortissements qu'on aurait déduits en réel. Ça n'est pas passé. D'autres disaient qu'il faut créer des abattements plus efficaces pour fluidifier le marché. Ça n'est pas passé. Et donc, on dit c'est pour l'avenir, puisqu'il y a eu des rapports qui ont été déposés, notamment un rapport d'un notaire, président du groupe Modem, qui s'appelle Jean-Paul Mathie. Ces rapports, ils vont porter leurs fruits dans les années qui viennent, mais pour l'heure, ils n'étaient pas mûrs, si je puis m'exprimer ainsi. L'idée principale, c'est que le meublé bénéficie d'un régime fiscal plutôt trop favorable, qui incite les propriétaires à se placer dans ce régime du meublé plutôt que dans le régime de l'allocation nue de résidence principale. Et c'est ça qui nous manque. Alors on a touché au meublé. Simplement, sans doute, on a touché au meublé dans des conditions qui ne vous concernent pas, ou du moins peu. Parce qu'on a touché aux loueurs de logements meublés
à travers les modifications des règles du micro BIC. Or, dans vos cabinets, quand vous êtes en présence de loueurs de logements meublés, on verra la qualification plus tard, quand ils sont dans vos cabinets, c'est parce qu'ils sont au réel. Ce n'est pas parce qu'ils sont au micro. Et quand on est au micro et qu'on peut exercer une option pour le réel et que tous ceux qui sont au micro ont exercé une option pour le réel, on a le beau changer toutes les règles du micro, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, du moins, ça ne va rien changer concernant les dossiers que vous avez dans vos cabinets d'experts comptables qui ne concernent que des entreprises qui sont soit au réel de droit, soit au réel par option. Maintenant, c'est quand même utile de se rappeler les règles d'imposition des entreprises, et principalement des très petites entreprises. Il faut se souvenir que on est dans le régime de micro de plein droit dès l'instant qu'on ne peut pas faire de comparaison sur 2 années consécutives pour savoir si on a dépassé les seuils. La traduction, c'est que les 2 premières années de vie d'une entreprise individuelle, quel que soit le chiffre d'affaires qu'elle réalise, relève du régime du micro. Et que si on veut y échapper, il faut exercer une option. Ce n'est pas parce que vous pensez que l'entrepreneur qui vient vous voir va faire 500 000 € de chiffre d'affaires, et que vous dites ça, c'est une belle affaire, c'est un beau dossier, il est au réel, pas du tout, il est au micro. Donc si on veut qu'il soit réel, il faut le faire opter. Pour la première année de création, on a de la chance, on peut attendre l'année suivante pour le faire. Puis, quand on a opté, tant qu'on relève du micro, l'option produit ses effets. Mais il peut arriver un moment qu'on ne voit pas dans les cabinets, c'est j'ai exercé une option pour le réel. À un moment, compte tenu des chiffres d'affaires de l'entreprise, mon régime de droit était devenu le régime réel. Et si je suis en droit au réel, l'option que j'ai exercée pour le réel n'a plus de portée. Donc elle ne sert plus à rien. Et si ultérieurement, le chiffre d'affaires de l'entreprise fait que vous retombiez au micro de droit, il faudrait exercer à nouveau une option pour le réel, sinon vous êtes au micro. Je ne vais pas vous faire peur, mais objectivement, ce n'est pas simple à suivre, cette affaire de régime. Et donc c'est la même chose pour nos loueurs en meublé, je me sers de cela pour le faire. Pour nos loueurs de logements meublés, on a les meublés qui sont de tourisme classé ou des chambres d'hôtes. Au fond, on a les locations d'immeubles meublés assimilables à la fourniture de logements, dont les chiffres de micro sont celles des ventes. 188 700. Et dans cette classification, on a les meublés de tourisme classés. Pour regarder cela, il faut retourner à la loi sur le tourisme, c'est là qu'on a les définitions, qui est une loi de mémoire de 2009. Donc ça, c'était déjà ainsi. Puis on avait les meublés de tourisme qui n'étaient pas classés et dont le chiffre d'affaires était, pour être au micro, était de 77 700. Et avec un taux d'abattement qui était de 50% et non pas de 71%. Que se passe-t-il dans la loi de finances? Pour les meublés de tourisme classés, rien ne change, ou presque. Autrement dit, on est toujours à 188 700. Et l'abattement est toujours de 71. Mais pour les meublés de tourisme non classés, le seuil de chiffre d'affaires du micro, c'est devenu 15 000 € et non plus 177. Et l'abattement, c'est 30% et non plus 50%. Déjà, c'est compliqué, mais on a ajouté une petite couche. La petite couche, c'est que les loueurs en meublé de tourisme classés
en zone rurale. La zone rurale, ça veut dire une zone dans laquelle il n'y a pas de crise de logement. Autrement dit, la situation n'est pas tendue, comme dit le texte. Il ne dit pas, le texte, que c'est en zone rurale, mais la traduction, c'est en zone rurale, d'une part, parce que le débat parlementaire a parlé de zone rurale. C'est pour ça qu'on met zone rurale entre guillemets. Et là, on dit qu'il y aura un abattement supplémentaire de 21%. Sous deux conditions: que les biens ne soient pas situés dans une zone qui ne marque pas, c'est là, on raisonne à l'envers, un déséquilibre entre la demande et l'offre de logement, donc je suis à la campagne, et deuxièmement, le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile précédente n'excède pas 15 000. Bien. Et là, j'ajoute, si je réponds à ces critères, j'ajoute un abattement de 21%. Auquel? Un abattement de 71 qui existe, mais dans la limite évidemment du chiffre d'affaires qui est ici concerné. Comme c'est le chiffre d'affaires de l'année précédente, le chiffre d'affaires de l'année en cours, il est peut-être très important, il peut dépasser 15 000. Donc voilà ce qui... Alors objectivement, bon nombre de commentateurs, dont moi, pensent qu'ils se sont trompés. Et que la bonne idée, c'était de dire on va passer l'abattement de 71% à 50%, et qu'ensuite, dans les secteurs ruraux, on ajouterait les 21% pour arriver aux 71%. Et à ce moment-là, je suis obligé de vous dire que cela s'applique, et c'est d'autant plus ennuyeux que ça s'applique dès les revenus de 2023. C'est-à-dire pour les prochaines déclarations. Vous allez me dire, ce n'est pas le sujet, puisque chez moi, ils n'y sont pas, les micros. Et donc, pour moi, c'est de l'option. Mais voilà, ça, c'est une des premières questions qui fait que c'est peut-être pas tout à fait intelligent, j'allais dire, de faire du 49.3. Parce que ça n'a pas été révisé. Si ça avait été révisé par, je suppose, Bercy ou je ne sais qui, peut-être qu'ils auraient vu que ça ne fonctionnait pas très bien, ce dispositif. Et c'est cette question que le gouvernement dit, ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais ça a été voté. Donc ça sera modifié. Voilà ce que l'on peut dire. Alors s'ajoute à cela une mesure qui concerne les loueurs de logements meublés. C'est la location d'une pièce de l'habitation principale qui peut bénéficier d'une exonération lorsque les loyers sont raisonnables ou lorsqu'ils n'excèdent pas 760 € par an. Ça concerne principalement les saisonniers, le logement par les employeurs de saisonniers qui logent évidemment en BIC. À l'impôt sur les sociétés, on a une mesure qui ressemble à celle qu'on avait commentée tout à l'heure sur la cession de biens professionnels, de locaux à transformer en logements, avec un taux réduit concernant la plus-value, puisque c'est le taux de 19% par rapport au taux de 25% aujourd'hui. Ce texte est prorogé de 3 années jusqu'en 2026. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais déjà, on constate que ce n'est pas aussi attractif que cela puisse paraître, parce que 19 ou 25, il n'y a que 6 points d'écart. Alors que dans le passé, quand on était 19 ou 33 un tiers, on en avait 14. Et peut-être quelquefois bien avant. Donc, si vous voulez, déjà, c'est pas sûr que ce soit d'une totale attractivité. D'autant plus que comme on crée des conditions particulières pour que le cessionnaire fasse des logements à partir de locaux et de bureaux, eh bien, il va sans doute ne pas payer le prix le plus fort. Et donc la vraie question, c'est de savoir quel sera le prix de cession. Il vaut mieux un prix de cession élevé avec 25% sur la plus-value qu'un prix de cession faible avec une plus-value à 19%. C'est donc en amont qu'il faut s'interroger sur le sujet. Petite explication technique, c'est à peu près la première depuis tout à l'heure. C'est l'application du régime des sociétés mères et filiales dans l'intégration fiscale.
Ça va nous permettre de faire un petit rappel de ce qui est arrivé. Le régime mère et filiale s'applique sur option, en le portant dans la case adaptée du 2058A, je permets de le rappeler. Lorsque la mère possède au moins 5% du capital de la fille et qu'elle détient les titres pendant 2 ans au moins, même si le régime s'applique dès la première année. Tout le monde sait cela. Quand le régime est applicable, il se présente la manière suivante. Les dividendes ne sont pas imposés chez la mère. Par contre, il y a une réintégration d'une quote-part de 5%. On préfère toujours être imposé sur 5% plutôt que sur 100%, ce qui fait que si vous aviez raté la marche de l'option, il faut savoir qu'il y a une jurisprudence qui permet, dans le délai de réclamation contentieuse, de pouvoir solliciter la prise en compte de l'option. Ça, c'est notre régime. Dans l'intégration fiscale, on avait une disposition qui disait que lorsqu'on distribuait des dividendes à une société intégrée, eh bien, on allait neutraliser la réintégration de la quote-part de frais et charges. En français, ça voulait dire que quand je distribuais un dividende à une société intégrée, le dividende était totalement non imposé, parce que la quote-part de frais et charges de 5 était neutralisée, corrigée. Et ce régime a fait qu'à un moment, la Cour de justice de l'Union européenne nous a dit ben, votre régime n'est pas bon, parce qu'il est trop favorable aux sociétés filiales françaises intégrées par rapport à une société qui est une filiale, qui pourrait être intégrée, mais qui se trouve dans un pays de l'Union et qui, de ce fait, ne peut pas être intégrée. Il faut juste savoir que ne sont dans l'intégration fiscale que des sociétés françaises, enfin, du moins implantées en France. Et face à cette critique, le législateur a modifié, en 2017, a modifié la quote-part de frais et charges. Il a dit, dans l'intégration fiscale, la réintégration de la quote-part de frais et charges ne sera que de 1% et non pas de 5%, mais on ne la neutralisera plus. Mais en même temps, on ouvre ce 1% aux sociétés européennes qui auraient pu être intégrées si elles avaient été implantées en France. Et donc, quand une société italienne verse à un groupe fiscal français, dont la mère possède 95% au moins de son capital, eh bien, elle verse ce dividende et la mère le déduit et ne reprend que 1%. On croyait que l'histoire s'était achevée. En réalité, non. On est poursuivi. On est poursuivi par la Cour de justice européenne qui dit « Mais attention, votre régime du 1%, il a un défaut. Il ne s'applique que si la société mère a exercé une option dans l'intégration fiscale. Mais nous, on ne devrait pas tenir compte de l'option ou pas. Donc, dès l'instant qu'une société filiale européenne distribue un dividende à une société qui aurait pu créer une intégration fiscale, mais qui ne l'a pas fait, et si elle l'avait fait, elle aurait pu intégrer la société européenne, ce qui, si elle avait été en France, répondait aux conditions. Donc elle nous dit, ben, c'est pas bon. Il faut que vous preniez comme texte, enfin il faut, je dis que c'est pas bon, après c'est nous qui décidons. Il dit, ben, il faut que vous permettiez la prise en compte du 1%, y compris si la société qui perçoit les dividendes n'a pas exercé d'option pour l'intégration fiscale. Autrement dit, la filiale italienne qui distribue un dividende à une société mère française, qui possède plus de 95% de la société italienne, eh bien, la mère française va déduire 99% du montant des dividendes et ne sera imposée que sur 1%. Ce qui est un peu, de mon point de vue, un peu critiquable, c'est que les filiales françaises détenues à 95% par une société mère qui n'aurait pas exercé l'option